Bonjour à tous. Bon, ce ce saut, d'un seul coup sans transition. Bonjour à toi Tristan. Alors aujourd'hui, Georges n'est pas parmi nous puisque Georges, est en train de nous préparer une vidéo, surprise avec, le grand Jacques Sapir, si on peut dire ça comme ça, et dont je ne dévoilerai pas le contenu. Puisque de et donc voilà, et désolé pour le retard, c'est entièrement de ma faute, puisque, le temps de régler les problèmes de régie de l'autre vidéo, je voulais faire porter toute la responsabilité à Tristan, mais je me suis dit que j'allais assumer et que tout ça était de ma faute. Comment vas-tu Tristan? Mais ça va fort bien et toi? Bienvenue tout le monde. Bienvenue. Est-ce qu'il y a du soleil dans le sud? Oui, Parce beaucoup. que tu sais que Nous, on a un grand soleil, il fait 10 degrés, franchement, on est bien et je suis dedans, enfermé à présenter. Je préfère le faire dehors. La prochaine fois, on le fera en plein air, je pense. Bon alors je te banne tout de suite parce que nous ça fait, 1 mois et demi à Pa en région parisienne qu'on n'a pas vu un rayon de soleil. Donc d'ailleurs ça commence à se ressentir sur les gens puisque les gens commencent à se taper dessus dans la rue, tu vois? Mais Il faut sortir de Paris. tout à fait. Alors, je vois surtout qu'il t'a dénoncé dans le chat. Qui a dénoncé qui dans le chat? Bon, Personne, personne. Le chat est très sympa. Ça s'est toujours bien passé. Il n'y a pas eu de poucave. Non. monsieur, modérez vos propos. Bon, alors on va commencer par un premier sujet, moi qui ai un énorme coup de gueule. Un coup de gueule parce que temps en temps en France, il y a des trucs qui sont plus possibles et en particulier, mon coup de gueule, c'est ce qui se passe avec Sarkozy, mais pas pour les raisons que, vous allez imaginer. Donc finalement, Nicolas Sarkozy se prend une condamnation définitive d'1 an ferme. Condamnation, suite, à l'affaire des écoutes où clairement, bon, il faut être très de mauvaise foi pour dire qu'il a pas tenté de corrompre, un procureur pour essayer d'avoir des infos. Mais surtout, moi ce qui me choque et mon coup de gueule, c'est qu'il faut imaginer une chose. Donc il prend, on va dire, c'est une perme ferme, mais qui fait sous bracelet. Mais c'est pas ça le problème. Tout le monde se souvient de Guy Georges, tueur en série. Imaginons que Guy Georges, on l'arrête parce qu'il a volé un sandwich, mais pas pour les crimes qu'il a commis. Et c'est un peu la sensation que j'ai à l'heure actuelle avec, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est le responsable pour ce qui s'est passé en Libye. Il est autant responsable de ce qui s'est passé en Libye que Vladimir Poutine l'est de ce qui se passe en Ukraine. Il a détruit littéralement un pays pour cacher le fait qu'il a reçu de l'argent du gouvernement libyen. Ce qui a provoqué une crise migratoire énorme, qui a créé des milliers de morts, qui a transformé, cette zone-là en poudrière, et il est condamné pourquoi? Pour une minable tentative de corruption. Exactement, et Ankus Stinger va voler mon élément de langage, c'est exactement comme Al Capone, et c'est ça qui est intéressant. Al Capone ne tombe pas pour les multiples meurtres, crimes et cetera. Al Capone tombe pour une fausse déclaration au fisc. Mais moi, j'aimerais et j'espère le voir de mon vivant, qu'il y ait un procès, et peut-être par la Cour pénale internationale, de ce qui s'est passé en Libye. Ce qui s'est passé en Libye, toute cette manipulation, tout le chaos qui en a suivi, la destruction de ce pays, ça, il faudrait que ce soit jugé un jour. Comme il faudra juger, ce qui s'est passé en Ukraine, des 2 côtés, hein, il faut pas oublier, le bombardement, continu du Donbass par les autorités ukrainiennes, mais aussi bien l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais vraiment, et donc c'est ça mon coup de gueule, c'est-à-dire que les gens ont l'air outrés, vont dire: «Oui, c'est pas bien, le pauvre, il s'est condamné, c'est dégueulasse». Mais quand même, le problème, on s'en fout de ce truc-là. C'est comme je l'ai dit, c'est,
Marc Dutroux qui serait condamné parce que, il a pas rendu, sa cassette vidéo, alors comment ça s'appelait? À Blockbuster, non, je sais plus là, les trucs où on mettait les cassettes vidéo. On a été trop jeune Tristan, je suis désolé. Alors j'ai connu ça, mais très, très vite, hein, je Voilà, exactement. Oui, c'était la cassette vidéo de Nemo, pour toi, c'est ça? nous, on avait des distributeurs de CD, enfin Voilà, de bon, DVD. bref et donc effectivement, typiquement, voilà, s'il y a une espèce ou je sais pas quel autre exemple je pourrais donner? Oui, que Salah Abdeslam se ferait condamner parce que, il a fraudé dans le métro et pas pour le Bataclan. Tu vois? Il y a une espèce de truc complètement absurde. Oui, son prochain procès, ce sera l'utilisation de la marque Kasher pendant sa campagne. Exactement, voilà. Dupont de Bah, c'est Ligonnès qui c'est s'est tous les petits emprisonné pour les procès en travaux scolaires. 1er, hein. Mmh? C'est tous les petits procès qu'il a eus, qui sont en train de tomber maintenant. Tous les gros procès, pour, toutes ces magouilles, je crois qu'il y en a encore pour 3 4 ans avant qu'ils passent devant le tribunal. Heu, donc Ouais, mais on là, a moi, le je te temps parle de les même pas de voir. magouille. Je te Ah oui, parle d'un oui, crime contre l'humanité. Je te parle oui, d'une guerre oui. illégale, tu vois? On est, au niveau quand même, c'est voilà. Il y a pas de procès, il y a rien. En France, on n'a pas l'air de s'offusquer de ça, ils continuent, comment ça s'appelle? Tranquillement, à se promener et voilà. Donc Si quoi on le dire? mettait réellement en prison, je pense qu'il y aurait la plupart des présidents depuis Sarkozy qui devraient être en prison aussi. Mais, Non, alors il faut savoir une chose, un président a l'immunité quand même. oui, C'est imp mais les actions qu'il fait ont des conséquences sur les populations, et eux, ils ont pas d'immunité. oui, mais non. Alors là, c'est si tu es dans le cadre de l'exercice du pouvoir, à la limite, même si tu es mauvais gestionnaire, tu dois en répondre par les urnes. Tu vois, par exemple, on prend l'exemple d'Emmanuel Macron, le trou abyssal qu'ils ont fait, dans le budget de la France, ça, c'est un truc qui doit être répondu par les urnes. Par contre, les cas de trahison, par exemple de la vente, pour s'enrichir d'Alstom, ça sort de l'immunité. C'est un Ah peu le oui. même cas avec Sarkozy. Tout ce qu'il a fait et toutes les conneries qu'il a fait dans le cadre de son mandat présidentiel, c'est une chose. Maintenant, déclencher une guerre illégale, surtout sans l'accord du parlement, parce qu'il faut pas oublier, ça, effectivement, ça mérite, d'être condamné, mais de toute façon, il faudrait qu'il y ait un procès. Alors je vois Galissi qui dit: «Sarkozy a bien fait mettre Ivan Colonna en prison pour sa carrière politique, alors que les enquêtes balistiques l'innocentaient ainsi que tous les témoignages». Alors, la les le cas corse, c'est compliqué. Moi, alors j'ai pas de villa là-bas, donc j'ai pas de risque de me faire plastiquer, mais, effectivement, c'est que alors Colonna était l'amant de Cecilia. Je ne sais pas si Colonna était l'amant de Cecilia. Je sais que déjà Sarkozy est un personnage étrange parce que pour les plus vieux d'entre nous, dans le chat, faut savoir que Cecilia, donc c'est sa 1re femme et elle était avec quelqu'un d'autre au moment où il l'a rencontrée et ce quelqu'un d'autre, c'est Jacques Martin. Alors toi, tu as peut-être pas connu, Tristan, Ça mais n'est Jacques pas quelqu'un de ma famille, hein, si jamais. Voilà. Jacques Martin, ah oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Jacques Martin, c'était l'animateur de «L'école des fans», émission d'ailleurs dans laquelle est passé, je crois, Emmanuel Macron. C'était une émission, alors toi, tu pas connu, où des petits enfants étaient, comme ça sur une estrade et chantaient une chanson d'un chanteur invité et derrière, il y avait plein de cadeaux qui leur étaient donnés et donc il y avait c'était un mec, c'était une espèce alors que je sais pas comment, te présenter Jacques Martin parce que c'est la télé d'un autre siècle, tu vois? Mais c'était une institution, tous les dimanches, il y avait cette émission, exactement, l'école des fans et donc il a Ah! il a piqué la femme de Jacques Martin et pour moi, piquer la femme de Jacques Martin, c'est un peu comme, heu, comment Est-ce on qu'il y pourrait a une comparaison? ouais, si, je pense qu'on peut trouver une comparaison, tu vois? Ce serait un peu comme si, heu
Benjamin Attal, tu vois? Piquet, non mais justement, non ça marche pas, tu vois? J'ai cherché un présentateur, qui pourrait coller avec Benjamin Attal, mais ça marche pas. Oui, Vanessa Paradis, non mais c'était une institution, en fait. Exactement et donc Sarko, ce qui est assez marrant, c'est que Sarko a marié Jacques Martin et heu et voilà et donc il lui a piqué sa femme. Mais c'est surtout, je sais pas, j'ai du mal à avoir un référentiel. Ouais, mais c'est un peu comme si, ch un politique important piquerait, la femme d'un people bas de gamme, quoi, tu vois? C'est un peu, c'est un peu ça, en fait, qui ressort. C'était vraiment Jacques Martin, c'était pas du très haut niveau, c'était une institution, ça passait tout le temps. Comme Hanouna, tu vois? C'est comme si, je sais pas, Je Macron suis pas piquait sûr qu'on veuille, piquer, le mari de la femme d'Hanouna, hein, tu vois? Je suis pas sûr que, quelqu'un en veuille, mais on sait jamais. voilà, mais j'en sais rien, tu vois? Mais bon, bref. C'était quand même très compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que pour en revenir au sujet et pour être plus sérieux sur la question, heu, il faut, heu, concrètement, alors je suis, qu'on puisse faire un procès, alors je sais pas quand, mais il faut qu'on puisse faire un procès de la séquence libyenne. Parce qu'il y a eu des responsabilités, il y a eu des diffuseurs de fausses nouvelles. Il y a des gens qui délibérément et on pense à l'acteur de guerre, si on peut dire ça comme ça, ou le comique de guerre, un certain, Bernard Henry, qui qui arrive toujours à être sur la ligne de front, dans le danger, mais avec le photographe qui est encore plus dans la ligne de front. Et Bon, peu importe les gouvernements d'ailleurs, hein, il est toujours là-bas. oui, tout à fait, généralement un peu chemise ouverte comme ça. C'est que Bernard a besoin de sentir l'odeur on va dire de la balle de kalachnikov fraîche du matin, tu vois? il a besoin de sentir l'odeur des petits soldats, qui n'avaient rien à voir dans cette guerre et qui se retrouvent, sous les décombres. Ça lui fait plaisir. Et exactement, mais dans tous les cas, où est le procès pour Sarkozy? Il y en a pas donc oui, on peut se réjouir qu'il ait un bracelet électronique, mais C'est pas vraiment suffisant. ouais, exactement et d'ailleurs, je vais vous raconter un truc que j'ai lu, ce matin sur le bracelet électronique. Alors ça, c'est plutôt marrant. C'est qu'en fait, il faut savoir que ceux qui ont inventé le bracelet électronique se sont inspirés et ça arrive souvent dans les innovations, de Spider-Man et c'est dans Spider-Man que, de Sam Raimi, donc en 1977, il y a, comment ça s'appelle? Spider-Man utilise un bracelet électronique et d'un seul coup, il y a des mecs qui se disent: «Ah bah tiens, c'est une bonne idée». Et donc, ils voilà, c'est c'est le côté drôle de la question. D'ailleurs, on sait que les oreillettes Bluetooth, ont été créées parce que, grâce à, Star Trek. Dans Star Trek, ils avaient des communicateurs comme ça et donc, d'un seul coup, il y a des gens qui se disent: «Eh tiens, on va créer des trucs». Donc on sait que la science-fiction, bah, souvent a des idées et après les idées, on les réalise. Ce qui fait que souvent les gens disent: «Regardez, ils ont vu dans le futur». Non, c'est en fait, c'est ce futur qui s'inspire de la science-fiction et d'ailleurs, par exemple, moi qui aime beaucoup, ce film Blade Runner, film, je pense aussi avant ta naissance, Mais heu, que j'ai vu et que je connais. Pas de voilà c'est exactement. classique quand même. Dans la ville de Los Angeles, il y a des projections géantes comme ça en hologramme, des publicités géantes et tout et aujourd'hui ça existe. Il y a pas mal de villes en Chine, il y a pas mal d'endroits dans le monde où il y a des projections géantes comme ça sur, les, les les alors non, je ne serai jamais jaloux d'Ariel Dombal. Je crois qu'avec des amis, on avait un groupe Facebook de partage de clips d'Ariel Dombal pour le côté absurdément artistique et nul de la chose. Je crois qu'Ariel Dombal elle-même est une expérience artistique ratée. C'est quelque chose d'improbable. Alors Jean-Pierre Leroux dit: «Jacques Martin était un génie, il faut voir ce qu'il a inventé». Oui, oui, mais alors je suis d'accord que Jacques Martin, il a fait beaucoup de choses, il y avait des émissions comiques et cetera. C'est juste
c'est étrange en fait, de piquer, la femme du mec qui faisait l'école des fans. C'est juste ça en fait, c'est d'autant plus étrange. Mais effectivement, certains ont parlé, d'Ivan Colonna. Il faut pas oublier que la première mise en scène de Nicolas Sarkozy, c'est important, c'est la prise d'otage de Neuilly. Prise d'otage d'une crèche à Neuilly ou d'une école, oui, c'est une crèche Oui, avec oui, oui. une abombeur, effectivement. Et dans cette séquence-là, on sait qu'il a eu un rôle très, très, très compliqué et qu'il voulait instrumentaliser, il s'est montré sortant avec un enfant, et cetera. Donc il y a eu tout un truc, compliqué là-dessus. Donc mea culpa, par contre, sur, Jacques Martin, je respecte sa mémoire. Certains demandent: «Est-ce que je connais Docteur Folamour?» Bien sûr, c'est dans le top, 3 de mes films préférés, ou comment on a appris à détester, la bombe atomique. Et justement, film qui, je pense, devrait être obligatoire pour nos dirigeants pour comprendre le principe de la dissuasion nucléaire. Malheureusement, ça a été perdu. Les gens ne l'ont plus vu, les gens ne comprennent pas. Una Bomber, c'était aux États-Unis. Ouais, Human Bomb, Una Bomber. C'est compliqué. Allez, La suite? non, je lis les commentaires, il faut lire, tu vois? On a un peu de temps aujourd'hui, donc on peut lire, Mais les je te commentaires. repropose, on fait une FAQ, Pedro, voilà. Oui, oui, je sais. Alors ça, c'est le grand projet de comment ça s'appelle? De Tristan. Maintenant, on va passer à un sujet qui m'a fait rire aujourd'hui parce que on va essayer d'être un peu léger, dans ce monde morose. C'est Le Monde a fait un article assez cocasse pour parler donc de milliers d'influenceurs, dont des Français approchés par des personnes proches du Kremlin pour diffuser la propagande pro-russe. Et donc, il y aurait 2000 producteurs européens qui auraient été contactés. Une vingtaine d'entre eux, dont 9 Français, auraient accepté le marché. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas qui sont les 9 Français. L'autre chose, c'est, comme pour ceux qui ont lu un peu l'article, les montants proposés sont ridicules. Je crois que c'est 70 balles par vidéo, un truc comme ça. Il y a rien qui va dans cet article. Alors, on va être très clair, que des pays étrangers utilisent des réseaux d'influence, quels qu'ils soient, des vidéos, des journalistes, et cetera, pour faire, heu, de l'influence. Ça a toujours existé, ça existe dans le cinéma, il y a plein de choses. Par contre, que là, on ait une espèce d'entreprise un peu grotesque de payer des tiktokers 70 € pour que les mecs fassent des vidéos pour convaincre la population, justement, que la Russie c'est bien, franchement, c'est grotesque. Et je vais expliquer pourquoi c'est grotesque. Parce que juste la Russie n'a pas besoin de ça. La réalité concrète, c'est ce qui est en train de se passer, c'est que au fil à partir du moment où il y a le début de la guerre, où une majorité de l'opinion, française et européenne et dénonce l'agression de la Russie contre l'Ukraine, bah, la crise économique, l'enlisement, le fait qu'on se rend compte aujourd'hui que les accords qui avaient été signés à Ankara auraient pu mettre fin au conflit dès 2022 et que c'est Boris Johnson qui a empêché la paix, bah, fait que les gens maintenant, se disent, finalement, on nous a présenté un narratif qui est pas vraiment le bon, qui a peut-être une nuance entre, la Russie, qui veut tout envahir et l'Ukraine, la pauvre victime. Que tout ça est beaucoup plus compliqué. Que oui, les Ukrainiens souffrent, oui, il faut arrêter leur souffrance, mais non plus on veut pas rentrer en guerre avec, un État nucléaire. Bref, tout ça est compliqué, donc maintenant, on essaye de nous faire passer ce changement d'opinion par une grande manipulation, alors que moi, je crois à l'intelligence de la population et je pense que quand les gens voient effectivement que, bah, d'un seul coup, le narratif ne colle plus, même s'il est répété à longueur de journée, bah, ça marche plus. Oui, Toi qui es allé en Russie, tu peux nous dire à combien correspond 70 € en roubles russes? À ça peu doit près. faire 70 000, mais ça fait rien, hein, ça fait que C'est dalle. c'est c'est pas Tu te payes même pas un resto, en fait.
Non, mais c'est pour ça, non, mais comme dit, Eulad, Jésus vert, sur internet, tu parles pas politique pour 70 €, tu le fais pour 7 000, et même pour 7 000, il faut ren se rendre compte, se compromettre avec un État étranger pour 70 €. Non, mais alors, s'il y en a 9, moi je veux le nom de ces 9. Je veux savoir qui sont ces idiots utiles. Z Parce que c'est Libé qui a sorti ça, hein. Non, c'est Le Monde. C'est Le Monde? Ah pardon. Non, mais on va être très clair, il y a des gens très, on va dire, il y a des Français qui font, qui ont fait le choix de leur camp et qui ont choisi la Russie comme camp dans ce conflit-là, et qui peuvent être considérés comme relais de propagande. Je pense par exemple à Xavier Moreau qui, avec Stratpol et cetera, mais il ne le cache pas. Il n'a pas besoin de s'en cacher. Il fait la propagande de manière, il dit ce qu'il dit de manière ouverte. Maintenant, il y a plein de ce qui est un peu, étrange, c'est de faire croire que ces gens-là, heu, ne se cacheraient. Non, on le voit clairement. Par contre, effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'on voit des sites, et je pense par exemple à Desk Russie ou d'autres, qui font des listes de gens, et dès lors qu'on n'est pas, 100 pour autoriser, les missiles à vitrifier, la Russie, tu deviens pro-russe. Si tu es contre l'envoi de soldats français, dans le théâtre des opérations en Ukraine, tu es pro-russe. Si tu dis, «Oui, mais quand même là, nos entreprises sont en train de faire faillite parce qu'on n'avait pas de plan B pour le gaz», tu es pro-russe. Bref, c'est une espèce de néo-macartisme comme ça a été évoqué, et c'est vrai que c'est inquiétant. Maintenant, on voit aussi que certains médias, il y a eu un article hier dans Le Figaro, donc sur la question, ce qu'ils appellent la galaxie pro-russe, où on voit qu'ils étaient beaucoup plus mesurés, et ils expliquent justement la complexité parce qu'on a mélangé dans le même sac des intellectuels qui posaient des questions comme Emmanuel Todd et des vrais relais de propagande. Donc les relais de propagande, on les voit, ils sont pas subtils, hein, mais voilà, et de l'autre côté et des 2 côtés, il y a des relais de propagande. Il suffit, moi régulièrement, je vais sur le Twitter du ministère des Armées, ukrainiennes, et pour ceux que ça amuse, vous pouvez voir, ils affichent presque tous les jours depuis le début du conflit une infographie. Alors je vais essayer de la retrouver, mais du nombre de, comment ça s'appelle? De destruction, militaire et du matériel russe. Or, à un moment, donc je ne sais pas qui est la petite main, derrière qui fait ça. Il y a juste un problème de compte, c'est-à-dire que comme ils font, de l'incrémental et que tous les jours ils rajoutent, hem, alors attendez, je vais vous retrouver ça. Heu, Ils rajoutent, sauf qu'ils rajoutent partout, et donc à un moment, ils rajoutent plus que ce que la Russie a jamais eu, heu, de matériel sur ces trucs-là, et donc on se rend compte que tu as du volume de matériel qui est censé être détruit, voilà, j'ai retrouvé l'image. Tu as du volume de matériel qui est censé être détruit, qui ne correspond pas, à une réalité de production, et donc si on partage ça, et ça ne correspond à aucune, comment ça s'appelle? À aucun calcul réel. Donc ça, voilà. Donc il y aurait déjà presque 10 000 tanks qui auraient été, détruits, 19 000 véhicules blindés, 21 000 systèmes d'infanterie, heu 1 250 systèmes de roquettes. Bon bref, on voit des chiffres, 20 521 drones. C'est censé être des statistiques que tu as quand tu joues à Battlefield, ça. C'est Oui, ben, voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est monstrueux, en fait, le nombre, alors ça, par contre, c'est intéressant. Ils comptent les missiles envoyés par les Russes comme destruction. Bon, le principe d'un missile, c'est qu'il explose, donc je sais pas si ça compte. Alors les sous-marins, tu vois ils ont pas osé augmenter le truc parce qu'ils se sont dit: «Ça allait se voir». Mais à un moment, faut être lucide.
Les chiffres là sont juste dingues. Donc on voit, tu vois, tous les jours, il y a un +5 plus machin. Heu, la Russie, je crois, au début du conflit, avait, je crois 14 000 tanks. Il en reste plein encore, donc il y a un problème, tu vois? C'est pas possible. Donc soit, le mec qui compte, il compte plusieurs fois le même, mais voilà, ça aussi, c'est un exemple de propagande. Et pourquoi il y a cet exemple de pourquoi ils font cette propagande-là? Pour faire croire qu'ils sont en train de gagner alors que malheureusement, bah, l'Ukraine est en train de perdre. Et quand je dis malheureusement, parce qu'il y a quand même des soldats qui sont envoyés, heu, sur le front et qui vivent des situations tragiques, et on devrait, nous Français, faire tout pour arrêter, cette boucherie. Mais après, Heu, tu as des raisons aussi, politiques, hein, derrière les différentes propagandes, que tu vas avoir. mmh, Faire passer quelqu'un pour un pro-russe, même si alors que la personne juste essaye de démêler le vrai du faux et d'être critique sur les différentes positions qu'il y a dans la société, c'est aussi une bonne manière de le mettre au placard et de le discréditer pour de bon. Heu, mmh. c'est une des réalités des qualificatifs qu'on donne de pro-russe, mais bon, c'est beaucoup plus simple de discréditer quelqu'un comme ça que de vraiment venir débattre avec lui. Alors Stéphane Chamignon dit: «À ce compte-là, il devrait plus y avoir, d'armée russe». Bah, j'ai essayé justement de retrouver les stats, d'avant, avant le conflit, et effectivement, et les chiffres concrètement, ce qui est bizarre, c'est que le stock qui leur reste est supérieur, on va dire, c'est comme s'ils avaient produit 3 fois plus en 2 ans que ce qu'ils avaient depuis, les 20 dernières années. Donc alors ça veut pas dire que les Russes ne fabriquent pas des tanks et des trucs comme ça pendant cette, période. Mais voilà. Alors, Achabour dit: «Vous, Français, vous êtes la cause majeure de cette boucherie». Alors, je suis d'accord que nos dirigeants, mais aussi surtout les Anglais, hein, pense à Boris Johnson, heu, est, terrible, et justement là-dessus, c'est une catastrophe. Alors certains parlent, de propagande, oui, d'Israël et cetera. Bon, la propagande existe toujours dans les conflits, hein, dans tous les sens, c'est une constante. Ce qui est plus étrange, c'est que des pays en dehors des conflits, restituent la propagande sans esprit critique. Alors il y a un choix qui a été fait, on n'est pas techniquement co-belligérants avec, les Ukrainiens, mais dans les faits, tout montre qu'on est dans la machine de propagande nous-mêmes pour, sur cette question. Oui, Voilà. parce que les gens qui nous gouvernent, ils ont tout intérêt à cette propagande-là aussi, Mmh. c'est tout. Oui, oui, tout à fait. Alors bon, que, Galicie dit c'est aussi un aveu, on a des journalistes français qui prennent ouvertement le parti de puissance étrangère, mais ça a toujours été le cas. Mais ces gens ne sont jamais vraiment cachés. C'est ça aussi, on va dire quand quelqu'un, défend Washington ou défend, les gens se cachent pas vraiment. Ce qui est bizarre, c'est que là, on nous dit, «Oui, c'est plein de gens qui de manière subtile distillent dans des messages», bon, moi je reste, très, curieux de voir, la réalité des choses. C'est comme, on nous avait promis je sais plus combien, 10 000 soldats nord-coréens, sur le front, et c'est l'annonce des 10 000 soldats coréens, hein, nord-coréens, pardon, qui a permis de justifier, du moins qui s'est servi comme justification pour qu'on autorise l'usage des missiles en profondeur sur le territoire russe. Or, d'où vient la rumeur des soldats nord-coréens? Elle vient de la Corée du Sud. Alors maintenant que ça a changé de régime en Corée du Sud, ils disent: «Ah, peut-être que c'est pas exactement ça». Il y avait une centaine seulement de soldats, je crois, nord-coréens qui y sont allés, hein, sur les 10 000 annoncés, hein, c'est tout. Ouais, et encore on sait pas parce que franchement, quand toutes les vidéos que j'ai pu voir, heu, on voit des gens avec, de type asiatique. Maintenant, il y a beaucoup de Russes qui ont des types C'est asiatiques, donc très, très grand l'Asie. Il y a beaucoup de Coréens qui habitent en Russie aussi, hein, faut pas oui, tout l'oublier à ça. fait. Donc alors la Chine fournit des armes à la Russie, sachez-le. Oui, Oui, alors oui. on est bien d'accord, il y a plein de gens qui fournissent des armes, mais c'est juste à un moment, il y a une question, on va dire arithmétique. C'est juste ça compte,
c'est pas possible. Il Tout ça se ressentirait. Alors, ça veut pas dire que ce soit pas une boucherie sans nom, ça veut dire que, ça correspond à rien de ce qu'on a vu dans les conflits des dernières années. Donc c'est très étrange. Donc voilà. Donc il y a un narratif, maintenant ce narratif est ce qu'il est. Hem, alors attendez juste un instant. Alors je dois revenir dans quelques secondes. Heu donnez-moi une minute. Je te laisse parler. Je vais te mettre un sujet, Tristan. Ah! J'aurais pu faire ma FAQ, mince. Exactement, parce que tu vas voir, ça va te plaire. C'est justement, on a un sondage qui vient de sortir et donc tu vas nous donner ton opinion. C'est plus de la moitié des Français maintenant réclament désormais la fin de la cinquième République. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut mettre au feu la cinquième République ou est-ce qu'il faut, et passer à une sixième ou est-ce que le problème est autre? Je te laisse répondre et après moi je répondrai. Je reviens dans une seconde. Vas-y, ça roule. Eh ben, écoutez, bon, le problème de ces sondages-là, TF1, c'est que j'ai vu passer hier que 91 des Français souhaitaient que Bruno Retailleau reste au ministère de l'Intérieur. Bon, je vois pas forcément, l'intérêt de ces sondages-là, mais bon. La sixième République, c'est un sujet qui est très complexe, notamment sur la part des institutions, heu, mais en réalité, c'est pas un si gros problème que ça, la cinquième ou la sixième ou peu importe si on va sur autre chose. La constitution de la cinquième, c'est la seule chose qui nous protège encore. Oui, la constitution, c'est censé être, c'est une sorte de paratonnerre qui protège le peuple des idioties des gouvernants. Bon, preuve est que les gouvernants s'en fichent hein, de cette constitution, que Macron est toujours au pouvoir, et que qu'on soit une sixième république ou une cinquième, si c'est toujours Macron qui décide, pas forcément l'intérêt de passer à la suivante. Après, évidemment, notre modèle institutionnel, républicain est plus qu'à bout de souffle, et ça tout le monde le dit, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord sur ce constat-là, mais pas du tout sur le pourquoi on en arrive à ce constat-là. La cinquième a été beaucoup modifiée. On n'est plus du tout dans le même esprit de cette constitution républicaine où c'était l'homme fort qui dirige le pays, qui donne sa ligne au pays. Bon, preuve est que quand il est passé sous les 50%, lui, il est parti. Tous les autres l'ont pas fait. Donc, de base, ils ont trahi l'esprit de la cinquième République. Était-elle morte déjà à ce moment-là? Probablement. Après, faire une sixième république, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que, en réalité, on perd pas juste du temps sur des questions un peu annexes, alors que des sujets plus prioritaires comme la précarité, la perte de la souveraineté, la transition écologique qui arrive pas du tout, donc on va manger dans la figure, me semblent plus prioritaires, mais c'est vrai qu'on pourrait dire aussi que ces sujets-là tournent autour du modèle institutionnel qui nous dirige. Voilà, repédant. Ben merci, Tristan. Alors sur, la question, la cinquième République, donc j'ai écouté, religieusement ce que tu disais. En fait, il faut comprendre un truc, une république, elle est construite sur les gens qui la dirigent. On peut avoir le meilleur modèle du monde et Georges le répète, assez souvent, c'est, la constitution de l'Union soviétique de 1936 est probablement l'une des plus démocratiques au monde. Par contre, ceux qui dirigeaient l'Union soviétique ne l'étaient pas. Donc c'est pas on peut avoir le meilleur système, si ceux qui dirigent ne sont pas à la hauteur, le système ne marchera pas. Et on peut avoir le pire système en termes de sur le papier, mais si ceux qui le dirigent sont bons, bah, ce sera bien. Et donc Mettons demain, si tu veux un exemple, demain, Mélenchon passe, il fait sa sixième République, ce qui lui tient à cœur depuis des années. Macron se représente et regagne. Bah, ça va rien changer. oui, mais c'est même, Après, cette idée-là que en fait, c'est pas forcément le modèle institutionnel qui va décider de comment est gérée la société et les institutions.
c'est les personnes qui sont à la tête, tout simplement. Alors ça je suis d'accord, mais il y a aussi un point important et qu'il faut pas sous-estimer. C'est les contre-pouvoirs qui sont mis en place par la Constitution, c'est vrai aussi. Ouais, ouais, mais pas que ça, c'est qu'il y a un problème. Pour faire une sixième république, il faut des gens pour l'écrire. Or, on peut pas demander à ceux qui nous ont foutus dans la merde, d'être ceux qui écrivent le nouveau système. Déjà ça, c'est un problème. Donc je suis désolé, une république écrite par Louis Boyard, tu vois? Je sais pas, tu vois, j'aurais un peu de mal. Si c que Sandrine Rousseau, tu vois? Il y a des gens, je suis désolé, aujourd'hui, de nos jours, je vais faire un parallèle un peu osé, mais quand on était au Brésil, j'ai fait la biographie d'un homme d'État et on se rendait compte que qui étaient les contemporains de cet homme d'État? Eisenhower, Roosevelt, Staline, Tito, Nasser, hem, De Gaulle, que des pointures, on va dire. Churchill, bref, j'ai peut-être déjà cité, mais je veux dire, des hommes d'État où on peut pas dire qu'ils ont pas marqué leur époque. Et alors même du côté, des forces de l'Axe, que ce soit Franco, Mussolini, Hitler, on peut pas dire que c'est des gouvernants effacés. C'est des monstres, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est des gens quand même qui étaient affirmés dans leur idéologie et qui, on va dire, ont poursuivi, leur, leur entreprise, même si elle est détestable. Mais d'un seul coup, aujourd'hui, on a qui? On a Attal, Macron, Rousseau, Boyard, Schiappa. On n'a plus du tout, et même dans le monde entier, Biden, Trudeau. Et aujourd'hui, qui sont les chefs d'État qui sont encore à la hauteur? Même si, on peut, critiquer leur politique, hein. C'est Xi Jinping, c'est Lula au Brésil, c'est Vladimir Poutine, c'est Erdogan, dans un certain sens, et par exemple, le nouveau président du Sénégal, Faye. Tu vois que c'est des gens qui ont quelque chose, Mais qui ont c'est ça le problème de notre société, c'est que quand tu regardes les gens dans le monde qui font des projets, ce sont des leaders, alors que chez nous, on a des gestionnaires. mmh, Ils n'ont pas de projet. C'est ça la grande différence qu'on va avoir dans notre société, on va dire occidentale. C'est qu'il n'y a plus personne pour l'idée, pour donner des grandes lignes. oui, alors il y a un vieil adage qui dit que les époques, compliquées génèrent des hommes, forts, du moins hommes et femmes fortes et Des individus, disons individus. individus, forts, et que les périodes où ça va mieux, bah, créent des faibles. On est peut-être, vous êtes un comique. Non mais allô, oui. C'est pas que je suis comique, mais je me dis, c'est-à-dire qu'il faut c'est les députés de la République, c'est à un moment, c'est bien ces gens-là qui vont s'asseoir et qui vont commencer à réfléchir si on change de. Après, Boyard, moi, je l'ai connu. Donc, je peux t'en parler un petit peu si tu veux. Mais Non, alors on ne va pas, on va éviter, de parler de vos orgies d'étudiantes. Hem, non. non, plus sérieusement, non, mais ce que je veux dire, c'est qui on a aujourd'hui qui a la capacité d'écrire un nouveau système? Quelle personnalité politique? Alors je suis désolé, hein, je vais faire un gros tacle, à Marine Le Pen et à son parti. Franchement, vu leur, capacité de travail à rien faire, ils feront rien. Ils servent à rien. C'est pas eux, on peut pas attendre de ces gens-là de réécrire un système institutionnel. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui bossent chez eux, et encore. Je sais que beaucoup, on voit d'ailleurs, c'est ceux qui parlent à l'assemblée. Je pense à Tanguy, ou des gens comme ça. Je pense que c'est parmi les seuls qui bossent. Le reste, on sait même pas où est-ce qu'ils sont. On Et c'est prend un même pas des gens originaires du RN, hein. Ce sont des transfuges qui viennent de DLF, machin. Voilà. C'est pas la vieille garde du RN, hein, en plus. oui, non mais tout à fait. Donc les autres, ils ont pas de projet. Les écolos, alors à part, je pense, mettre une constitution où ils diraient: «Nucléaire, pas bien». Ah, je pense ils s'accorderaient tous: «Nucléaire, pas bien».
Alors il y a Jancovici qui arrive, pas bien, mais Et il quand aurait même. raison. Donc premier article, nucléaire, pas bien. Deuxième article, c'est quoi? Ah bah, ouais, on sait pas. Voilà. De la souveraineté européenne. Non, mais je veux dire, c'est il y a pas d'idée, ils Non, il y a rien. voilà, donc ils vont faire quoi? OK, alors, très bien les petits animaux et on va plus mettre d'engrais. OK. Bah, c'est pas une constitution, on fait Non, pas ils te suivront le modèle à l'Allemagne, c'est-à-dire, on arrête le nucléaire, on relance le charbon, et puis en fait, tout continuera de la même manière. C'est tout le problème d'Europe Écologie. Ouais. alors effectivement, certains, en TV disent: «C'est pas De Gaulle qui a écrit la 5e». Mais en fait, il faut comprendre, quand je parlais de ces hommes d'État, c'est que derrière ces hommes d'État-là, il y a des équipes. Il y a des gens qui étaient faits dans le même moule, en fait. C'est des générations entières de gens qui avaient, à cœur le destin de leur nation, qui avaient une vision, qui planifiaient, qui réfléchissaient. Ils par exemple, on m'a raconté un peu, l'histoire de Xi Jinping. Xi Jinping, il essaye par 10 fois de rentrer au parti communiste chinois. Il échoue les 9 premières fois. Il est envoyé après qu'il est pris, il est envoyé je ne sais pas où, dans la campagne, il est dans une cave pendant je ne sais pas combien de temps. Faut Aujour pas oublier qui était son père aussi, hein. De qui? Xi Jinping? Son père à lui, ouais. Bah, vas-y, éclaire-nous. Bah, alors là, c'est de mémoire de mes cours et de ce que j'ai lu, ça a été un membre éminent du parti communiste chinois, heu, mais qui, au moment des purges, s'est retrouvé purgé parce qu'en différend avec Mao, et donc toute sa famille s'est retrouvée, en fait, purgée du PCC, et donc lui, il faisait partie des princes rouges tombés, déchus, et il a dû se battre justement pour retrouver une place au sein de ce PCC. Voilà ce qu'il me semble, de son père et de son, Oui, origine familiale au PCC, ouais. non, non, tu tout à fait. Sauf que, dans tous les cas, lui, il a lutté, il est allé faire son truc. Je pense pas, si tu veux, contrairement, oui, oui, mais c'est ça, De Gaulle, Castro, c'est une en fait, tous ces gens-là ont créé des générations de gens, et aujourd'hui, effectivement, le risque et moi, c'est le risque majeur que je vois avec, cette question, d'une 5e république à bout de souffle, c'est que dans l'incapacité de nos dirigeants à être capables de produire quelque chose, la seule solution qu'il y aura, c'est d'aller vers le fédéralisme européen. Parce qu'ils diront: «Regardez, ça marche plus, donc notre seule solution, c'est d'aller vers une Union européenne fédérale». Et il faut faire très attention justement parce que ce qui est en train de se passer en Allemagne et l'instabilité politique en Allemagne donne sur un plateau d'argent justement cette possibilité-là, puisqu'ils vont dire: «Regardez, même le pays moteur de l'Union européenne, ça marche plus». Donc il va falloir faire, très attention et clairement, aujourd'hui, tout le monde voit que ça marche pas. Par contre, ceux qui sont capables de changer le système, capables de réinventer ce système-là, il y en a pas des masses et il y en a vraiment pas des masses et du moins, je dirais même qu'il y en a quasiment pas et il faut qu'on soit capable de recréer des générations de dirigeants, en fait, qui en aient, quoi, c'est tout. C'est alors je veux pas tomber dans un masculinisme toxique, mais il faut vraiment, justement, des gens qui ont une vision. Alors, Hypatie pose la question: «Que pensez-vous de l'Alliance populaire de Poulain pour commencer à prendre les mairies?» Qui dit mairie dit Sénat, dont on peut changer la constitution. Faut commencer par le début, être, stratège. Alors Ouais, on parle d'Alexis Poulain? exactement. Moi, la question, c'est que oui, on peut créer des dynamiques, on peut essayer. Le problème, c'est l'ensemble. Il faut réussir à créer un ensemble cohérent et cetera. Heu, Alexis Poulain, qu'on apprécie beaucoup, je pense qu'il il se lance là en politique. Il faut qu'il fasse très attention parce qu'il y a des choses qui vont ressortir, des choses comme ça, ça va être compliqué. Donc effectivement, et je parle pas d'affaires
de fesses ou quoi que ce soit, mais il fait encore régulièrement, des chroniques sur les médias officiels russes et cetera. Bon, il va être dur pour lui d'être, considéré comme neutre et donc j'ai peur que ça nuise à son discours, et que par conséquent, il se fasse, on va dire très vite ostracisé par rapport à ça. Et moi, je pense justement que c'est là où on vit un moment très dangereux. Il faut savoir que de toutes les crises peut aboutir le meilleur comme le pire. Et donc il faut faire très attention. On est un système à bout de souffle. La question, c'est de savoir, est-ce que Macron est incompétent et que son incompétence a fait qu'on en est là? Ou Macron est très compétent, c'est la théorie que je partage avec Georges, et que tout ça est délibéré et voulu pour nous arriver au point de rupture, pour justement faire en sorte qu'on qu'au qu'on passe, à autre chose. Alors je Mais vois que c'est ce qu'explique Édouard Philippe, hein, il explique très bien, dans sa technique du salami, mais c'était pas le seul à le dire. Heu, Tu le vois, en conférence dans une fac, en train de te dire, «On fait les ordonnances, travail, il y a des grèves, mais ça passe. On fait la réforme des retraites, il y a des manifestations monstres, mais ça passe». Et voilà, et ainsi de suite, tout ça, ça continue. Donc oui, non, ça me paraît cohérent que prévu, enfin c'est prévu même pas. Juste ils font des tests pour voir jusqu'où, bah, ils peuvent pousser, leur agenda politique, tout simplement. alors Marco dit, toutes les personnes qui ont plus ou moins bossé pour RT France, le truc c'est beaucoup ont arrêté au début du conflit. Alexis n'a pas arrêté, voilà, c'est ça le problème. Donc alors, il y a plein de gens qui demandent qu'on invite alors, Juan Bran Alors, Juan Bancro aussi? Heu, pourquoi pas? Mais moi j'aimerais sérieusement qu'on puisse inviter des gens un peu sérieux. J'ai lu son livre «Comment fabriquer une guillotine», j'ai lu son programme, j'encourage tout le monde à le lire, à se faire sa propre opinion comme on dit et vous allez voir que c'est un ramassis de conneries, mais de conneries intergalactiques. Pour moi, ce livre a été fait uniquement pour créer de l'outrance, pour créer du buzz et ça correspond bien au personnage tel qu'on le connaît. C'est triste parce qu'en plus, moi personnellement, il y a quelque chose, une nouvelle que j'ai appris, que je trouve qui me met très mal à l'aise sur la question, justement, de Juan Branco. C'est qu'il faut savoir qu'au moment même où il présentait son truc 2027 et cetera, il a perdu sa sœur. Et je trouve ça, très étrange de faire le mariole comme ça sur les réseaux, à se prendre pour le leader Maximo, alors qu'on vient de s'ouvrir un deuil dans sa famille. Ça prouve pour moi, c'est une espèce de truc où l'ego est plus important que le reste. Et ça, je sais pas, moi ça me met mal à l'aise, je vous cache pas les gens comme ça où le moi est supérieur au reste, à un moment, faut faire attention. Alors, qui ça? Alors je ne sais pas de qui Borde parlait. Pourrait nous faire une critique de la manière alors oui, oui, j'ai pensé, mais faire une critique justement de ça, j'avais fait plein de notes justement, parce que, heu, des gens sont venus et m'ont dit: «Ah regarde, c'est super intéressant». Pourquoi? Parce qu'en première intention, il met sortir de l'Union européenne et de l'OTAN et donc les gens se sont arrêtés à ça et après, j'ai lu, plein de passages, par exemple comme le fait qu'il voulait créer une police politique. Ah! Sous l'égide du président. Une police politique Vous et voyez même là du cuisinier, qui commence à lire, gentiment son journal et plus il descend, plus il est comme ça? ouais, C'est le programme de Juan Branco. exactement. Non, mais et il y a et ce n'est que ça, et à un moment justement, alors après qu'il ait créé cette police politique, il demande que tous les systèmes de fichage soient mis sous la responsabilité du président et donc tu te dis: «Ah ouais, quand même», et en fait, en vrai, il y a, je vous cache pas, pour avoir lu des programmes de régimes autoritaires, mais de vrais régimes autoritaires et cetera,
il y a des choses dans ce programme de Juan Branco qui sont, dignes des pires dictatures qu'il y a. Donc, pour une idée, vous voyez, ce que je viens de dire, c'est page 115 puisque j'ai retrouvé mes notes. Création d'un corps politico-militaire d'élite sous la direction de l'Élysée, autonomisé de toute la hiérarchie, en charge de la sécurité du présidence. Mais après, on rajoute dans les prérogatives de ce truc, regroupement, donc sous l'égide de l'Élysée, demande de regroupement et de saisine de l'ensemble des fichiers de renseignement prouvant une utilisation de l'État à des fins politiques. Et donc, quand tu mélanges les 2, c'est détonnant. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est voulu? Mais alors, il y a aussi des trucs, il y a aussi beaucoup de choses dans son livre. Bah, par exemple, Juan Manco est pour alors ça m'a fait beaucoup rire ça, parce que tous les parents, qui ont des comment ça s'appelle? Des enfants à l'école, rigoleraient de ça. Il est pour la communalisation de l'école primaire. Sauf que, bah, on lui a peut-être pas dit la communalisation. C'est-à-dire C'est que déjà le cas. ouais, depuis 1880. Ça a Donc toujours été le cas. Je non, pas toujours, mais depuis, Jules Ferry quoi, 1880. 200 ans, en fait. Alors, certains, Il y en a qui disent, «Il faut pas attendre l'homme parfait, c'est pas une vous question d'âme. attendez, vous rêvez», mais on a le droit de critiquer, quand même, que ce soit positivement ou négativement, les programmes des gens, de donner un avis. Si Branco, il veut venir, eh ben, il nous envoie un message et on en discute, c'est pas du tout le problème. Mais jamais on s'interdira de critiquer, que ce soit encore une fois positivement ou négativement, ce qui se passe, chez les personnalités publiques et politiques de notre pays. On va pas se censurer. Alors que Claire Boutillon pose la question: «Est-ce que tu penses, Pedro, que c'est ce qui explique ses ennuis actuels?» Moi, je pense qu'il s'est créé ses ennuis lui-même, hein. Heu, concrètement, alors il se ba alors je sais qu'il a une bonne image et cetera. Je pense qu'il faut, n'oubliez pas qu'il vient du même moule de l'école alsacienne. C'est un fils de bourgeois, bien né et cetera, et qu'il je le vois, moi je le croise régulièrement, puisqu'il est dans un quartier, attenant au mien, et que je le croise quand j'emmène les enfants à l'école ou surtout quand je vais les chercher parce qu'il est pas tellement du matin, et il faut se méfier des gens, comment ça s'appelle? Qui se donnent, l'aura des révolutionnaires, mais qui en fait font pas grand-chose. Maintenant, heu, il a fait son livre Crépuscule, tout le monde a bien aimé. Bon, moi j'ai un autre avis là-dessus, mais je pense il est pas inutile dans le système, mais clairement, heu, c'est quelqu'un quand même qui, veut, comme l'avait été Vergès à son époque, ou Cyril Collard, ce qui l'intéresse, c'est surtout les caméras. Et c'est là où c'est un peu gênant parce que normalement, quand on construit, quelque chose, on travaille à fond ça avant de voir les caméras. Et donc le voilà, la question, c'est que moi, je veux bien s'il portait un vrai programme. C'est pour ça que, avant de critiquer, j'ai lu le livre. J'ai lu le livre, j'ai lu, chapitre de son livre et j'ai regardé le programme, et quand on regarde le truc, beh, je suis désolé, quand tu vois qu'il propose des choses qui existent déjà, comme, mais par contre, bah, typiquement, moi, il y a des choses qui m'ont choqué. Je vais donner un dernier exemple avant de passer à la suite. C'est, par exemple, il est, contre les comparutions immédiates, donc c'est page 123. Donc il est contre les comparutions immédiates. Il est, contre la fin de la rétention de sûreté des peines planchers. Donc il est quand on voit, par exemple, le programme justice par rapport aux défis sécuritaires qu'il y a en France, en gros, il est pour un espèce de laxisme généralisé. Alors, il est pour supprimer en plus la profession d'avocat, les principes de défense et cetera. Par contre, il est pour faire plein de tribunaux d'exception, et les tribunaux d'exception, ça n'a jamais, historiquement, été une bonne chose. Donc voilà. Alors,
je le vois pas bien se faire chahuter, Branco. Déjà, je mettrais plus un gros billet sur Pedro. Non, merci Galici, mais non, moi, je n'ai aucune velléité à prendre le pouvoir. Je pense que il y a des gens bien plus compétents que moi et de toute façon, heu, je alors je me considère bien moins médiocre que certains députés, mais de là à proposer quelque chose, alors, Nathalie Hogan, et on va passer après à la suite, hein, mais Nathalie Hogan dit: «Mais qui propose un vrai programme?» Justement, il faut construire un programme. Je sais que donc je fais partie d'un mouvement politique qui s'appelle République souveraine. On a construit quelque chose, on essaye de faire quelque chose de sérieux, heu mais effectivement, il y a des choses à faire. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on mettrait en place? Déjà, la première chose, c'est qu'il faut reprendre en main notre propre destin. C'est le préalable. On peut rien faire si, on reste dans le système actuel et être dans le système actuel, ça veut dire sortir des traités de libre-échange, sortir de toutes les règles internationales qui nous empêchent, nous, de choisir, c'est-à-dire de toutes les instances supranationales qui choisissent pour nous. Donc que le peuple français puisse à nouveau choisir lui-même ce qu'il veut et que nos députés, bah, servent à autre chose qu'une chambre d'enregistrement hem, de la comment ça s'appelle? De la Commission européenne, reprendre la main sur la monnaie, parce que sans monnaie, on ne peut pas rien faire. Reprendre la main sur, comment ça s'appelle? L'énergie, mais il y a plein de sujets et quand on aura acquis tout ça, on pourra se poser la question de: «Qu'est-ce qu'on fait?» Mais déjà, si on remplit pas ces préalables-là, on fera rien. Et donc effectivement, il faut faire quelque chose. Alors Hippolyte veut bien être ministre des Finances. Je vous assure, que je règle la dette rapido sans augmenter les impôts, désindexer. Alors je pense franchement que n'importe qui et alors, je connais les qualités d'Hippolyte, mais de toute façon, n'importe qui sera meilleur que Bruno Le Maire. Ça, c'est une certitude et que ceux qui sont passés mais c'est vrai que voilà, il faut, reprendre, la en main notre destin et si on remplit pas ces préalables-là, de toute façon, on n'ira nulle part. Celui qui arrive aujourd'hui et tous les escrocs qui disent: «Oui, on va arriver au pouvoir» et qui remettent pas en cause les fondamentaux qui sont justement les technostructures, supranationales, bah, voilà. Alors est-ce que Georges est prêt à y aller? On le pousse beaucoup, hein. Heu, oui, effectivement. Moi, je fais partie de ceux qui poussent comme ça, pour qu'il y aille. Bah, il y a Mais eu des tentatives, hein, que ce soit pour les présidentielles, manquer de signatures, les européennes, c'est aussi un autre moyen d'essayer d'aller chercher le pouvoir. mmh. Tout à fait. De toute façon, le but, c'est de faire entendre déjà notre message politique. Si un jour on arrive à prendre le pouvoir, bah, tant mieux, mais il faut, heu, il faut justement expliquer qu'il y a des alternatives, qu'il y a des possibilités et cetera et c'est aussi le but de ce média, c'est d'essayer de faire, réfléchir un peu les gens. Oui, le maire a mis la Russie à genoux. Effectivement, c'est on l'a tous constaté. Il a mis notre économie à genoux en même temps, hein. Mais On maintenant s'est mis à genoux aussi, hein, voilà, avant de passer, à comment ça s'appelle? À notre, invité, donc invité que vous avez réclamé et qui maintenant est devenu une star de la de la télé. télé. Exactement, il passe, maintenant, on va dire, on peut dire, c'est nous qui l'avons découvert, hein, si on peut dire ça comme ça. Jordan, donc qui va nous parler de l'évolution, de la situation, en particulier, si j'ai bien compris, il a toujours pas touché, ses salaires. Je voulais évoquer, c'est que ça fait 60 ans aujourd'hui et c'est important d'en parler, que alors attendez, je vous partage ça, que Jean Moulin est entré au Panthéon. Et je pense que c'est important pour les jeunes générations de rappeler qui était Jean Moulin, de rappeler ses combats, de rappeler, qu'on n'a toujours pas, si je ne m'abuse, retrouvé, comment ça s'appelle? Son corps, heu et dans le contexte actuel, c'est important justement, de se souvenir de ces gens qui un jour, ont résisté contre l'occupant nazi
Ils en ont payé de leur vie et que si on est libre aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Et donc on va recevoir, très prochainement, un spécialiste de Jean Moulin qui nous parlera un peu mieux de ça. Donc il y aura une vidéo qu'on va faire là-dessus. Mais le devoir de mémoire, c'est important parce que si on veut pas reproduire ce qui s'est passé et donc Jean Moulin est quand même, un des marqueurs importants, de cet esprit de résistance et on parlait des hommes qui en avaient ou du moins des individus qui en avaient, qui étaient capables de se transcender. Bah, lui, ça faisait partie justement des gens qui étaient capables de se transcender. C'est une autre génération et Des tripes, on manque de gens qui ont des tripes. voilà exactement donc alors je sais pas si Jean Moulin t'inspire toi, comment ça s'appelle, Tristan, mais voilà, ça fait partie des grands bonhommes de l'histoire de France. Et ça reste quand même un des types les plus importants de la résistance. Après, c'est vrai que je l'ai pas forcément très étudié dans mes études d'histoire. Euh, c'est vrai qu'on n'en connaît pas grand-chose en réalité hein, de ce Jean Moulin, d'où il vient, ce qu'il a fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a l'idée, le mouvement de résistance avant de se faire capturer et de ne pas révéler les secrets à l'occupant nazi. Mais voilà à peu près ce que l'on sait de manière générale sur lui, et pas forcément dans les détails. C'est dommage. Je sais pas s'il existe des documentaires sur sa vie, il faudrait que je regarde. Il Mais existe voilà. des films même, mais non, mais c'est ce qui est sûr, c'est qu'il faut c'est aussi normal parce que contrairement au petit avocat qu'on a évoqué avant, il passait plus de temps à construire des choses qu'à passer devant les médias. Voilà, tout bêtement. Il y en a qui sont acteurs de leur vie et il y en a qui sont acteurs tout court.